Aujourd'hui, je suis appelé à vous parler d'un sujet un peu particulier dans le cadre de la théorie des droits de l'homme, qui est donc la question de la légitimité de cette clause d'interdiction de l'abus de droit. Alors immédiatement, ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle d'abus de droit, on suppose immédiatement un dépassement des limites de l'exercice du droit. Ou, dit autrement, un exercice illégitime du droit. Un exercice qui va avoir une conséquence radicale, brutale même, c'est-à-dire que la personne qui invoque la violation d'un droit dont elle a abusé va se voir rétorquer qu'elle ne peut pas se plaindre de cette violation, parce que ce droit n'existe pas, que ce droit est introuvable, est impossible. Elle a dépassé les limites d'exercice de ce droit. Alors c'est une théorie qui n'est pas propre au droit de l'homme, on la trouve en droit civil depuis longtemps, c'est une thèse bien connue. La clause d'interdiction de l'abus de droit, elle est inscrite dans l'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais elle est évidemment présente dans d'autres instruments internationaux. Je pense bien sûr au pacte sur les droits civils et politiques. Elle est présente aussi, elle est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est présente aussi dans certaines constitutions, et particulièrement dans la Constitution, dans la loi fondamentale allemande, à l'article 18, dans d'autres constitutions européennes, par exemple dans la Constitution de la Turquie, à l'article 14. Donc c'est une clause qui a pour objet d'empêcher les individus et les groupes d'instrumentaliser les droits et libertés. D'instrumentaliser les droits et libertés que garantit ici la Convention, parce que l'objectif qui est recherché, c'est la destruction de ces droits et libertés. Donc, immédiatement, ce qu'il faut dire, et on est au cœur de la notion d'ordre public européen, c'est que ce mécanisme vise la sauvegarde de la société démocratique. Et le concept de cette société démocratique est un concept extrêmement important quand on travaille sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la société démocratique est un concept intégrateur qui permet de juger de la légitimité des ingérences qui sont apportées par les États aux droits et libertés que cette convention garantit. Sauvegarder les valeurs de la société démocratique. Autrement dit, sauvegarder les valeurs de l'ordre public européen. Il y a évidemment une équivalence entre société démocratique et ordre public européen. L'ordre public européen étant entendu ici comme un ensemble de valeurs fondamentales, qui sont perçues comme fondamentales par la société européenne et qui s'imposent à ses membres. Et parmi ces principes, et je vais citer un arrêt très célèbre évidemment de la Cour, le fameux arrêt Handyside de 1976, parmi ces principes il y a le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture. Ce sont des principes qu'on peut décomposer d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Sans le respect de ces principes, il n'y a pas de société démocratique. Donc, alors j'ajouterai à une chose aussi pour bien présenter cette clause dans le mécanisme, dans la structure de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est que ce mécanisme n'est pas le seul destiné à préserver la société démocratique. Il y a d'autres dispositions, par exemple, un certain nombre d'articles de la Convention sont accompagnés d'une clause d'ordre public qui prévoit un certain nombre de restrictions qui visent certains buts considérés comme légitimes, qui sont autant de moyens de protection de la société démocratique, qui peuvent être utilisés par les États. Il y a aussi, même pour les articles qui ne comportent pas formellement de clause d'ordre public, il y a ce que la Cour appelle des limitations implicites. C'est une façon aussi d'ajouter, par le travail d'interprétation, d'autres possibilités de protection de la société démocratique. Il y a bien sûr aussi, c'est exceptionnel, le fameux recours à l'article 15, les circonstances exceptionnelles, qui peuvent permettre, lorsqu'il y a un danger pour la vie de la nation, à l'État de déroger à certains droits, pas à tous, parce qu'il y a des droits indérogeables, mais de déroger donc à certains droits. Donc la société démocratique entendue comme équivalente de l'ordre public européen, je le disais il y a un instant, c'est un standard. C'est un standard qui domine toute la Convention. Il n'y a pas de disposition qui échappe à ce standard.
La Cour l'a dit dans un arrêt important sur l'article 10, l'arrêt Lingens contre Autriche, en 1986. Là, le concept de société démocratique domine la Convention tout entière. C'est un standard qui permet donc de juger de la normalité des limitations qui vont être apportées aux droits et libertés garantis par la Convention. Ajoutons que, pour terminer sur la présentation rapide même du concept d'ordre public européen, vous le savez, dans le fameux arrêt Loisidou, la Cour contre Turquie, en 1995, la Cour a défini, elle l'a répété plusieurs fois par la suite, elle a défini la Convention européenne des droits de l'homme comme l'instrument constitutionnel de l'ordre public européen. Donc la boucle est bouclée, on est face à un mécanisme dont on voit très bien quelle est la raison d'être, et puisqu'il autorise, n'oublions pas que c'est une clause de déchéance, puisqu'il autorise la déchéance du droit dont la violation se trouve invoquée, cela nous oblige à nous livrer à une analyse de sa pratique, une analyse critique de sa pratique. Pourquoi critique? Mais tout simplement parce qu'immédiatement surgissent des doutes quant à sa mise en œuvre. Immédiatement vont surgir des critiques selon lesquelles on est là face à un instrument inacceptable, illégitime, même s'il a été conçu comme un mécanisme d'autodéfense de la démocratie. Il n'empêche que par son effet brutal, eh bien, il donne le sentiment que les démocraties utilisent les moyens des adversaires de la démocratie. Et ça, on est au cœur, vraiment, on est au cœur du sujet. Est-ce que ce n'est pas un mécanisme finalement anormal, voire indigne, d'une société démocratique, qui consisterait, pour la démocratie, à utiliser les armes de ses adversaires? Alors, pour bien vous présenter cette question, j'avais envoyé un texte aux organisateurs de cette journée qui se décomposait en 3 temps. Un premier temps extrêmement bref où je présentais le mécanisme et notamment le caractère assez redoutable que comporte ce mécanisme. Un deuxième point où j'étudie la pratique avec un sentiment extrêmement mitigé parce que c'est une pratique extrêmement aléatoire. Et puis un troisième temps qui était plutôt le temps sur la légitimité, etc. Alors je vais un petit peu modifier mon schéma et regrouper les 2 premiers points pour vous présenter quand même cette jurisprudence, même si je vais le faire beaucoup plus rapidement que dans le papier parce que c'est très substantiel comme étude. Et je ne veux pas vous ennuyer en vous citant des quantités d'affaires, etc. Donc je pense que ce papier, vous pourrez le retrouver, qu'il y aura une publication. Donc je vais vous présenter ce que je pourrais appeler d'abord, au fond, en forçant un petit peu les mots, le corps du délit. Le corps du délit, et puis on s'intéressera ensuite à la question de la légitimité. Mais il faut présenter d'abord cette jurisprudence, tout simplement parce que c'est une jurisprudence qui est peu connue. On connaît quelques affaires, c'est sûr, si je vous cite l'affaire Garaudy, ou peut-être plus récemment l'affaire Dieudonné, etc. Mais ça va au-delà, bien entendu. D'abord, premier temps, c'est un mécanisme redoutable. Pourquoi est-ce que c'est un mécanisme redoutable? Tout en sachant que, puisqu'il est redoutable, très tôt, les organes de la Convention européenne des droits de l'homme, je dis les organes parce que, vous le savez peut-être, pendant longtemps, il y avait une commission européenne des droits de l'homme qui a par la suite disparu, mais il y a une jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme. Et il est d'ailleurs intéressant de savoir si, à cet égard, la Cour reprend les principes de la jurisprudence de la Commission. Les organes de la Convention, très tôt, ont indiqué qu'il y avait des droits pour lesquels cette clause ne pouvait pas jouer. On ne peut pas la faire jouer pour les droits intangibles. Or déjà, ça élimine l'article 2, le droit au respect de la vie, l'article 3, etc. L'article 7, pas de peine sans loi. Même chose pour la liberté et la sûreté. L'article 6, 7, 13. Donc, vous voyez d'emblée que les organes de la Convention ont pris la précaution de fermer un petit peu les possibilités d'utilisation de cette clause. Un petit élément de contexte qui n'est pas inutile. Lorsque cette clause a été mise en place, la plupart des auteurs ont immédiatement sauté sur la formule « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Et, alors là,
j'ai cité des cas, mais je ne vais pas vous les infliger. Ce qui est frappant, c'est que cette formule, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, est une formule qui nous renvoie à l'époque de la Révolution française, et plus particulièrement à un personnage important de la Révolution française, qui est Saint-Just. Alors, c'est régulier. Les auteurs font référence à Saint-Just, à cette formule. Je dois avouer que c'est intéressant, sauf que c'est un pur contresens. C'est un pur contresens parce que, toujours, le contexte. Dans quel contexte Saint-Just a pu utiliser cette formule? On est le 10 octobre 1793. Il fait un rapport sur la nécessité de déclarer le gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix. Donc ça veut dire que cette formulation, elle n'a de sens que dans le cadre de distinction qu'il partage d'ailleurs tout à fait avec Robespierre, qui est la distinction entre le gouvernement constitutionnel et le gouvernement révolutionnaire. Elle ne s'inscrit que dans le cadre du gouvernement révolutionnaire. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec un régime démocratique qui chercherait à se défendre contre des propos liberticides. Mais je reconnais que c'est très tentant. Et ça, je fais une petite parenthèse de méthode. On est souvent tenté d'utiliser ce genre d'argumentation. Faites très très attention au caractère anhistorique de ce type de démarche. Mais il n'empêche que, je l'ai encore lu récemment, certains auteurs continuent allègrement d'utiliser Saint-Just, alors que dans ce discours, je vais vous citer un ou deux passages, quand même, il dit ceci: il faut gouverner par le faire ce qui ne peuvent l'être par la justice. Il est impossible que les lois révolutionnaires soient exécutées si le gouvernement lui-même n'est constitué révolutionnairement. Donc on est très très loin de l'esprit des rédacteurs de la Convention. Et l'esprit des rédacteurs de la Convention, j'y reviendrai tout à l'heure. On sort de la guerre, on sort du nazisme, etc. On veut protéger les démocraties. Il y a le danger des démocraties dites populaires. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans la perspective de Saint-Just. Alors, les commentateurs de la jurisprudence, à propos de l'article 17, tous évoquent la radicalité de la clause. Ils se réfèrent à ce qu'ils appellent un effet couperet, ou alors, c'est une formule qui a été utilisée par Jean-François Flosse, qui est un très grand analyste de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme, l'effet guillotine. Enfin, au moins c'est clair, l'effet guillotine, ça marque les esprits. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dès lors que la clause est invoquée par l'État, État défendeur, si le juge de Strasbourg est convaincu par l'argumentation, eh bien il va déclarer la requête incompatible, rationnée, materiae avec la Convention. Alors qu'est-ce que ça veut dire rationnée, materiae? Ça veut dire que, tout à l'heure je le disais, ce droit est introuvable dans la Convention. Il n'est pas consacré dans la Convention. Pourquoi? Parce qu'on a été au-delà des limites d'exercice de ce droit. Son usage a révélé une intention de nuire, une intention de détruire les valeurs sous-jacentes de la Convention, les valeurs de la société démocratique. Donc, l'auteur de la requête invoque un droit absent. Il invoque un droit non garanti. Et quand je dis valeurs sous-jacentes qui sous-tendent la Convention, c'est pluralisme, tolérance, etc., comme je citais tout à l'heure, l'arrêt Handyside, mais c'est bien sûr beaucoup plus large, c'est l'incitation à la haine, c'est l'intolérance, c'est les allégations racistes, xénophobes, c'est la mise en cause de la paix, l'égale dignité des êtres humains, enfin la liste est beaucoup plus longue évidemment que la formulation qui est dans l'arrêt Handyside. Du coup, ça a une conséquence immédiate. Et c'est là d'ailleurs que beaucoup d'auteurs regrettent le recours à cette clause, c'est que la Cour, si elle est persuadée par l'argumentation de l'État, elle va prendre une décision d'irrecevabilité. Techniquement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrêt. Ça apparaît sous la formule décision. Décision d'irrecevabilité, qui sanctionne immédiatement et définitivement l'abus de droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'examen au fond sur les prétentions du requérant. Si vous avez lu déjà les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, vous savez qu'il y a toute une mécanique lorsque la Cour examine au fond la requête. Est-ce que l'ingérence existe? Est-ce qu'elle était prévue par la loi? Est-ce qu'elle poursuivait un but légitime? Est-ce que, ces conditions étant remplies,
est-ce qu'elle satisfait une mise en balance entre les impératifs de défense de la société démocratique et la sauvegarde des droits de l'individu? Est-ce qu'elle est proportionnée, etc. Donc tout ce contrôle d'existence de l'ingérence, d'existence du motif, de proportionnalité de la mesure, etc., n'est pas accompli. On s'en tient simplement au constat selon lequel l'acte, le propos, l'écrit, etc., en cause, est un écrit qui vise à la destruction de la société démocratique et donc relève bien de l'article 17. Alors, maintenant, quand on examine la pratique, on a un certain recul quand même, depuis que la Convention est entrée en vigueur. On a déjà une jurisprudence de la Commission qui était assez importante là-dessus. On est très circonspect et même embarrassé. Certes, les organes de la Convention ont toujours dit que l'usage était exceptionnel et que ce n'était possible que pour certains types de droits. Ajoutant d'ailleurs qu'il fallait que, par exemple, s'il s'agit d'un discours, que le discours soit suffisamment grave, non équivoque, c'est un critère extrêmement important, pour que l'on puisse éventuellement appliquer cette disposition. Autrement dit, c'est un moyen exorbitant. Il a toujours été dit que c'est un moyen exorbitant qui n'était possible que dans les cas les plus graves. Pour autant, les auteurs et même les juges, combien de juges, dans leurs opinions séparées, ont relevé le caractère aléatoire, erratique de la jurisprudence de la Cour ou de la Commission à cet égard. Alors, c'est très difficile de présenter de faire une présentation synthétique et critique des solutions retenues. Il existe sur le site de la Cour un guide de l'article 17, comme pour chaque article. Il est mis à jour régulièrement. La dernière mise à jour date de juillet 2022. Bon, ça vous permet, il y a toute une typologie, mais bon, voilà, on a tout. Mais c'est pas classé de façon critique et synthétique. Alors, moi, j'ai essayé de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Je ne vais pas vous livrer une analyse exhaustive. D'abord en examinant les cas dans lesquels il y a vraiment eu application. Une application qu'on appelle directe. Parce que vous allez voir, il y a une application indirecte. Bon, des cas nets, clairs et nets d'application directe de l'article 17. Une deuxième catégorie, c'est les situations dans lesquelles la Cour se refuse à appliquer, mais dans des conditions qui sont gênantes, qui sont embarrassantes. Et puis une troisième situation, ce qu'on appelle l'application indirecte. Alors c'est quoi l'application indirecte de cette clause? Ce qui paraît d'ailleurs à l'opposé de ce que je vous ai dit d'entrée, à savoir que c'était brutal, guillotine, couperet, etc. L'application indirecte, c'est simplement le fait pour la Cour de se livrer à un contrôle de proportionnalité, classique, mais au moment où elle se livre à un contrôle de proportionnalité, elle fait apparaître l'article 17. Elle s'interroge sur la gravité des actes ou des paroles, etc. Et alors il est évident que dans ces conditions, lorsque quelqu'un cherche à faire un usage d'un droit garanti par la Convention qui n'est pas un usage non abusif, eh bien la Cour va utiliser cet argument qui va peser lourd dans la balance, dans le contrôle de proportionnalité. C'est un paramètre, c'est un adjuvant interprétatif, si vous voulez. C'est un paramètre qui permet à la Cour de l'évoquer comme une sorte d'épouvantail, là. Mais je ne l'utilise pas. Mais ça pèse quand même, ça compte, parce que j'aurais pu peut-être. Je dis ça parce que tout à l'heure, j'évoquerai la réaction de certains membres de la doctrine, très critiques, et en particulier un auteur que je nommerai plus tard, qui propose de supprimer le recours direct et de se contenter d'une application indirecte. Bon, après tout. Alors les recours directs, je ne vais pas vous citer les affaires, mais ça a été utilisé très tôt par la Commission, notamment dans une affaire, alors c'était important politiquement, en 1957, concernant le Parti communiste d'Allemagne, qui avait été dissous par la Cour constitutionnelle. Et la Commission n'a rien trouvé à redire à cette dissolution, tout simplement parce qu'elle a jugé d'appliquer l'article 17. Au fond, c'était un parti qui voulait établir un ordre social communiste, qui voulait y parvenir par la dictature du prolétariat. Or, le recours à la dictature est incompatible avec les valeurs de la Convention. Point.
le Parti communiste allemand est renvoyé à ses études. On ne va pas aller au fond des choses, on s'en tient simplement au fait qu'il veut mettre en place un régime qui est contraire au principe de la Convention. Ça a été utilisé un petit peu plus tard, ça c'était en 1957, dans une affaire hollandaise en 1979, où là il s'agissait d'un problème de xénophobie. Alors c'est intéressant la question de la xénophobie parce que on est actuellement, arrive devant la cour des contentieux où il est beaucoup question de la xénophobie et de la possible application de l'article 13 de la xénophobie. Tout à l'heure je vous parlerai de l'affaire Zemmour, on attend incessamment la prise de position de la cour à cet égard. Et là, c'était des hommes politiques qui avaient le projet d'expulser des Pays-Bas tous ceux qui n'étaient pas de race blanche. Et donc, on est à la fois sur le racisme, la xénophobie, etc. La Cour, lorsqu'elle a eu à prendre en charge cette clause, notamment après la disparition de la Commission, la Cour l'a utilisée à plusieurs reprises. Bon, évidemment, en proportion, c'est sans commune mesure avec les cas dans lesquels elle se livre vraiment un examen. Au fond, il faut toujours garder à l'esprit que c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas parce que c'est exceptionnel que ça ne pose pas de problème. Alors elle a utilisé dans toute une série de situations, à propos notamment de la question du nazisme, à propos et notamment du négationnisme, on y reviendra. À propos par exemple à propos de la xénophobie, tiens, pour un élément qui nous renvoie à l'actualité. Il y a une affaire qui est intéressante, qui est en 2004, c'est l'affaire Nordwood contre le Royaume-Uni, où là, c'est un individu qui avait apposé sur la fenêtre de son appartement une affiche qui présentait donc une photographie sur laquelle il y avait une inscription qui était « L'islam dehors, protégeant le peuple britannique ». De nouveau, ça nous renvoie à des cas que je vais évoquer dans un instant. Soit il s'agit d'organisations qui veulent établir un régime par la violence, soit il s'agit d'organisations qui diffusent, par exemple, dans le cadre d'affaires qui concernent l'Ukraine, qui diffusent du matériel de propagande communiste pour appeler un renversement du régime politique par la violence. Soit, pour vous citer une affaire française relativement récente, en 2020, l'affaire Ayoub et autres contre France, il s'agit d'une association d'extrême droite qui donne à ses membres un endoctrinement de caractère paramilitaire, qui est raciste, antisémite, qui exprime une proximité avec l'idéologie de Vichy et de ses lois raciales, et qui organise des camps militaires pour endoctriner ses militants. Donc dans cette affaire, la Cour a eu recours directement à l'article 17. Terminons ce premier point par deux affaires françaises un peu plus connues et qui intéressent la question essentiellement du négationnisme du génocide juif, les affaires Garaudy et Dieudonné. Enfin, Dieudonné, c'est pas sous ce nom que cette affaire est connue à Strasbourg, c'est connu sous le nom de Mbala, puisque le nom Dieudonné, Mbala, c'est son véritable nom. Puisque, bon, ça tient à l'origine camerounaise du personnage. Alors, ces deux affaires, on est obligé de les lier. La première affaire, c'est une décision qui est intervenue en 2003. Je ne sais pas si le nom de Roger Garaudy vous dit encore quelque chose. Pour des gens de ma génération, évidemment, il disait quelque chose. Parce que Roger Garaudy, c'était un militant communiste important, puisqu'il était membre du comité central du Parti communiste français. Bon, qui a eu une trajectoire politiquement un peu bon, il a été pur et dur stalinien, et puis il a un petit peu évolué vers le réformisme, au point que d'ailleurs il s'est fait expulser du Parti communiste. Pas lui seul, mais Et puis, bon, il s'est converti au christianisme, et puis il s'est converti à l'islam. Donc, bon, il a un trajet qui lui appartient, hein, ça, c'est pas, le problème n'est pas là, c'est pas pour ça qu'il a été condamné. Le problème, c'est que il a reçu
Il a reçu un prix des droits de l'homme, enfin c'est le prix Kadhafi. On reconnaît que le prix Kadhafi, c'est pas très reluisant de recevoir le prix Kadhafi des droits de l'homme en 2002. Bon. Et il a été poursuivi sur la base d'une loi dont on parlera aussi dans un instant, qui est la loi Guesso de 1990, qui érige en délit le fait de contester des crimes contre l'humanité, particulièrement dont la Shoah. Il a écrit un livre, Les mythes fondateurs de la politique israélienne, qui date de 1996. C'est sur la base de ce livre qu'il a été condamné. Il mettait en avant le fait que c'est classique chez les négationnistes, nous menons un travail de recherche historique, il n'y a pas de vérité historique à ce propos, c'est de la censure, etc. Bon, on veut nous empêcher de dire la vérité, etc. Alors, il est allé à Strasbourg, et à Strasbourg, la Cour a appliqué l'article 17 de la Convention, en estimant que ce n'était pas du tout un travail de recherche historique, et qu'en réalité, il s'agissait de réhabiliter, je cite la Cour, le régime national-socialiste, et par voie de conséquence, d'accuser de falsification de l'histoire les victimes elles-mêmes, et que cela allait à l'encontre des valeurs fondamentales de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, c'est intéressant parce que dans sa défense, Garaudy a vraiment bien développé l'argument qu'on retrouvera chez d'autres auteurs qui n'ont rien à voir avec Garaudy, qui n'ont pas de proximité politique et idéologique avec lui, à savoir que on nous empêche, c'est un obstacle à la vérité historique. On nous empêche de faire notre travail, etc. C'est une censure absolument inacceptable. Effectivement, le fait que la Cour n'ait pas accepté d'entrer dans cette qualification, qu'elle n'y ait pas vu un travail de recherche historique, est extrêmement important. Alors, il faut dire que la Commission avait déjà dit que la Shoah constituait un fait historique notoire, je la cite, établi avec certitude par des preuves écrasantes de tout genre. Elle avait déjà mis à l'abri, en quelque sorte, cette question. Alors, on a eu donc une sorte de nouvelle affaire Garaudy, même si c'est dans un contexte très différent, avec l'affaire Dieudonné. Dans cette affaire, qui est évidemment beaucoup plus récente, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. C'était un spectacle qui avait lieu au Zénith, à Paris, qui s'appelait J'ai fait le con. Effectivement, il a fait le con. Hein. Franchement, vu le contenu du spectacle et puis ce que ça a entraîné, il avait fait venir sur scène un négationniste français notoire, qui est mort depuis quelque temps, qui s'appelle Robert Forisson, qui lui qui était condamné plusieurs fois, etc., c'est lui qui avait évoqué, qui avait dit que le mythe des chambres à gaz était une grodinerie. Il avait parlé de la magique chambre à gaz. Enfin bon, lui c'est un négationniste de premier ordre. Hein. Et Dieudonné l'avait fait monter sur scène, l'avait fait applaudir, et lui avait fait remettre le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence. Et le prix était remis par une personne qui était habillée en détenu juif, avec la tenue rayée, etc. Et il y avait un chandelier, qui fait une imitation du chandelier juif, à cette branche, sauf que là, il n'y en avait que 3 qui étaient coiffés par 3 pommes. Voilà un petit peu, vous voyez bon. Alors, c'est intéressant. Pourquoi je donne ces détails? Parce que il y avait une difficulté dans cette affaire-là par rapport à l'affaire Garaudy, c'est que Dieudonné mettait en avant le caractère artistique. C'est un spectacle. Donc, qui dit spectacle, qui dit art, dit dérision, provocation, humour. Pas la même chose que d'écrire les mythes fondateurs de la politique israélienne. Donc, il s'appuyait sur cet argument qui a été balayé aussi bien par les juges internes que par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a bien considéré qu'il ne s'y est pas laissé prendre, alors même qu'il y a toute une jurisprudence sur la satire, qui est très intéressante de la part de la Cour de Strasbourg, qui parfois d'ailleurs est, dans certaines affaires, extrêmement libérale. Il y a une affaire, je ne sais pas si vous connaissez, en 2007, Vereinigung Bildender Künstler, qui est absolument... enfin, qui montre que la Cour peut être vraiment extrêmement libérale. Mais là, ce qui s'était passé, c'est que ça avait rapidement dérapé. C'était devenu un meeting politique.
Donc on n'était plus dans le cadre d'un spectacle, on n'était plus dans le cadre de l'expression artistique, on était dans le cadre d'un meeting. Le fait de faire venir Forisson, d'ailleurs en soi, était déjà suffisant. Alors c'est intéressant parce que cet argument, on le retrouve dans d'autres affaires où l'article 17 n'a pas été utilisé, mais il a été évoqué, par exemple dans une affaire qui date de 2008, qui est l'affaire Leroy contre France, où c'était un dessinateur qui avait fait paraître dans un journal basque une caricature de presse qui représentait l'effondrement des tours du World Trade Center. Il faut dire aussi que c'était 2 jours après l'effondrement des tours, et il y avait une légende, nous en avons tous rêvé, le Hamas l'a fait. Bon, la Cour a été amenée à dire que la caricature, d'accord, mais qu'il y avait des limites quand même qui avaient été dépassées ici par l'intéressé. Donc, c'est intéressant parce que là, il y avait une parade possible qui permettait d'éviter le recours à l'article 17, la parade du contexte artistique. Mais cela suppose que l'intéressé ait agi en qualité d'artiste, ce qui n'était pas le cas. Bon, puis il faut dire que quelqu'un qui était connu pour ses prises de position, notamment c'est lui qui avait dit, après les attentats de 2015, je me sens Charlie Koulibaly. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette formulation à la Dieudonné. Dans le texte que j'ai envoyé, mais je ne vais pas le faire maintenant, j'ai fait une comparaison avec une autre personnalité du spectacle, qui est Pierre Desproges, qui lui aussi a utilisé des formules, etc., mais qui lui est dans la dérision, vraiment. Lui est vraiment dans l'humour. Lui est dans, effectivement, le décalage qui permet d'éviter de considérer qu'il fait sienne les propos qu'il tient. Pourtant, je vous cite simplement un passage d'un spectacle non, c'était les chroniques de la haine ordinaire, 1986 sur France Inter. On m'a dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous connaissez peut-être ce sketch, il est sur YouTube, vous le trouvez sans aucune difficulté. Ou alors encore, on ne peut pas être au four et au moulin. Mais c'est dit par Desproges avec un caractère décalé, de la part de quelqu'un qui, par ailleurs, indépendamment des spectacles pour lesquels il n'y a pas de doute quant à ses prises de position, etc. Tandis qu'ici, Dieudonné fait de la politique. Et donc, il se voit opposer cet article 17. Alors, il y a eu beaucoup de cas de solutions problématiques où il n'y a pas eu de recours à l'article 17, même si ça a été évoqué par la Cour. Il y a une affaire Seurat contre France en 2004, ou l'affaire Soulas que j'ai évoquée en 2008, où la Cour, finalement, en arrive à considérer que l'article 17, on voit, il rôde dans cette affaire parce qu'il est invoqué par l'État. Mais la Cour considère que les passages ne sont pas suffisamment graves pour que cela relève de l'application de la clause. Cela se rencontre aussi à propos des partis politiques. Il y a une affaire qui est extrêmement intéressante. C'est une affaire qui a donné un arrêt de grande chambre, c'est l'arrêt Refa Partisi et autres contre Turquie en 2003. Le Refa Partisi, c'est l'ancêtre de la KP. C'est l'ancêtre du parti qui est actuellement au pouvoir en Turquie. Et alors, quand on examine cet arrêt, c'est intéressant, il est très intéressant cet arrêt, parce que c'est un arrêt qui voit que la Cour n'est pas dupe par rapport aux objectifs de ce parti, qui voit que même un parti peut cacher des objectifs totalitaires sous des dehors apparemment démocratiques, que ce n'est pas du tout improbable que cela se produise, parce que c'est quand même un parti important. C'était le parti le plus important du Parlement lorsqu'il a été dissous. C'est pas comme le Parti communiste d'Allemagne, en 1957. On n'est pas dans la même situation. Qu'il avait donc des chances réelles de mettre en application son programme. Seulement là, ça s'arrête. Et pourquoi ça s'arrête? Alors là, il faut connaître un petit peu le mécanisme de la Convention européenne des droits de l'homme. Tout simplement, ça va vous paraître un peu trivial, mais c'est vrai, parce que si la Cour applique l'article 17, elle ne peut pas se livrer à un contrôle global de proportionnalité, et donc elle ne peut pas rendre un grand arrêt. Or, quand on examine le contenu de l'arrêt Refa Partisi, c'est effectivement un très grand arrêt. C'est dans cet arrêt qu'il y a l'incompatibilité de principe entre la charia et la Convention européenne des droits de l'homme. C'est clair et net.
le système multijuridique en fonction de l'appartenance religieuse, la situation, le statut des femmes, enfin, tout ça, vous ne pouviez pas l'avoir avec un recours à l'article 17. Alors, c'est vrai que dans ce cas, on ne regrette pas que l'article 17 n'est pas... C'est un argument un petit peu d'opportunité, mais en même temps, c'est vrai qu'on aurait eu un grand arrêt. On n'aurait pas eu le grand arrêt qu'a été l'arrêt Refa Partisi. Alors, il y a eu des cas comme ça où, je vous le disais il y a un instant, j'utilisais cette formule un petit peu imagée, l'article 17 rôde un petit peu là autour de la Cour, elle est tentée de l'appliquer, mais finalement, elle ne va pas le faire. Elle ne va pas le faire, y compris dans des affaires de génocide autres que la Shoah. Ce qui a amené d'ailleurs certains auteurs à se demander s'il n'y avait pas une hiérarchie de la part de la Cour entre la Shoah puis les autres génocides. Alors, il y a un arrêt Perenchek contre Suisse qui a été extrêmement commenté en 2013, un arrêt de grande chambre à propos d'un homme politique turc qui avait contesté l'existence d'un génocide arménien. Bon, c'est la question de la qualification de génocide pour un arménien. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire, la Cour, bon, c'est très discuté, hein, mais surtout elle utilise un argument qui avait déjà été utilisé antérieurement dans une affaire française à propos de Vichy, qui était l'affaire Leuil-II et Izorni, où elle avait expliqué que les événements historiques en question se sont passés il y a longtemps. Et alors il y a une sorte de relativisation là qui intervient du fait du temps. Là, pour Leuil-II et Izorni, c'était 50 ans. Là, pour le génocide arménien, c'est 90 ans. Voilà, je vous cite un passage, en dépit de l'importance considérable de la communauté arménienne, que la communauté arménienne attache à la qualification de génocide pour ces événements, la Cour ne saurait accepter que les propos du requérant, qui visaient les impérialistes, fussent attentatoires à la dignité des victimes et de leurs descendants, au point de nécessiter des mesures d'ordre pénal en Suisse, en particulier au vu de leur impact plutôt limité et des 90 ans qui s'étaient écoulés depuis les événements. Un paramètre qui est intéressant, qu'on avait déjà eu dans l'affaire française, le paramètre du temps qui passe, de sorte peut-être de droit à l'oubli, enfin, je sais pas, et qui amène à se demander s'il n'y a pas un statut privilégié pour la Shoah. Et c'est pas faux, c'est pas faux. Mais en même temps, il y a une dose de... Ça revient à reconnaître à la Cour une dose de subjectivité dans son raisonnement, puisqu'il y a une forme de hiérarchisation quand même qu'elle maîtrise entièrement, à partir de sa propre échelle de valeur. Alors, voilà quelques éléments pour vous citer peut-être une dernière affaire où la Cour n'applique pas, mais aurait pu appliquer et finalement s'en sort avec une argumentation qui est un peu dérangeante. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire française ZB contre France, 2021. Il y a un commentaire de David Zimzak dans la revue des droits et libertés fondamentaux, c'est cette revue en ligne, hein, qui est une revue très très intéressante, et il examine cette affaire. C'est quelqu'un qui avait été poursuivi, qui avait été frappé d'une peine d'emprisonnement et d'une amende pour apologie de crimes volontaires d'atteinte à la vie. Et il avait un neveu son neveu s'appelle Djihad. Bon, c'est un peu particulier déjà comme nom. Il avait demandé à son neveu de porter dans son école maternelle un t-shirt sur lequel était inscrit sur la poitrine la mention « Je suis une bombe ». Et dans le dos, Djihad, né le 11 septembre. Bon. Quelques mois après les attentats commis par Mohamed Merah et la tuerie d'une école juive à Toulouse. Alors, l'intéressé se mettait en avant le fait que c'était une plaisanterie. Bon, personne ne pouvait prendre ça au sérieux, etc. C'était un gamin de 3 ans. Et puis il est même allé très fort dans l'argumentation. Il a même prétendu que ça se référait en réalité à la beauté de son neveu. On ne voit pas trop le rapport qu'il y a entre la beauté du neveu et puis les formulations. Alors, donc il n'y avait pas d'arrière-pensée terroriste. Il n'y a pas de référence à une idéologie terroriste, etc. Bon. Et que finalement, cela revenait à interdire toute forme d'humour. De nouveau, l'argument de l'humour pour éviter d'échapper, etc. Alors, ce qui est frappant, c'est que l'argument n'est pas vraiment utilisé par la Cour. Elle se contente de dire, je la cite, « Les mentions figurant sur le vêtement ne suffisent pas à révéler de manière immédiatement évidente que le requérant tendait à la destruction des libertés consacrées par la Convention. » Donc, vous voyez, ne suffisent pas à révéler de manière immédiatement évidente qu'il
mais sans aucune argumentation, hein, sans rien du tout. Ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et puis, allez, débarrasser le plancher, on passe à autre chose, c'est une autre affaire. C'est un peu embarrassant. Comme est tout aussi embarrassant le recours à l'article 10, le recours à l'application indirecte. L'application indirecte donne parfois des résultats très étonnants. Il y a une affaire roumaine, ne notez pas ça dans le détail, mais qui s'appelle Molnar en 2012, quelqu'un qui a été condamné pour propagande chauviniste. On avait retrouvé des affiches chez lui avec des messages clairs contre les Roms, contre la minorité homosexuelle. Et la Cour dit, par leur contenu, ces messages visent à instiguer à la haine et contre les minorités, étant de nature à troubler gravement l'ordre public et aller à l'encontre des valeurs fondamentales d'une société démocratique. Il s'agissait d'actes incompatibles avec la démocratie et les droits de l'homme, de sorte qu'en vertu de l'article 17, le requérant ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 10. Ça y est, c'est tranché, mais non. Elle fait ce constat, puis elle continue. Et elle se livre à un examen de l'ingérence, de la proportionnalité. Bon, là, honnêtement, on peut être compréhensif à l'égard de la Cour, mais là, quand même, là elle exagère. Il y a des cas où le juge est effectivement utile de faire référence à l'article 17. Je vous cite une autre affaire, une affaire croate de 2019, Simunic contre Croatie, un joueur de football qui, pendant le match, avait crié à plusieurs reprises des slogans qui étaient le slogan des Ustashi. Il renvoie donc la période de l'État indépendant de Croatie en 1941. Donc on est ici sur un discours fasciste. Eh bien, la Cour fait référence à l'article 17, elle dit que c'est important, mais, je cite le passage, elle n'estime pas nécessaire de se prononcer sur l'applicabilité de cette disposition, car ce grief est en tout état de cause irrecevable dès lors que l'ingérence alléguée était justifiée au regard de l'article 10. Bon, là on ne comprend plus rien. Je ne l'applique pas parce qu'en réalité, enfin bon, et des affaires comme ça, vous en avez plusieurs hein, qui sont extrêmement embarrassantes. Ou alors la Cour va s'en sortir en disant, par exemple, dans l'affaire Gollnisch, c'est aussi un ancien membre, je ne sais pas s'il est toujours membre du Front National, du Rassemblement National, qui avait été interdit d'activité dans une université à Lyon, parce qu'il avait tenu des propos négationnistes. On pense que l'article 17 va être utilisé, puis tout à coup surgit là comme d'une boîte magique l'argument selon lequel les enseignants ont des devoirs, des responsabilités qu'ils ne peuvent pas ignorer, et donc on écarte l'application de l'article 17. On a le sentiment malgré tout que dans cette affaire, c'est comme si la Cour disait « je ne l'applique pas mais j'en tiens compte ». Et au fond, c'est ça l'usage indirect, hein, le recours indirect. Hein, c'est pas dit de façon explicite, mais ça revient à ça. On l'a eu dans une affaire encore plus récente, qui est la décision la plus récente de la Cour concernant l'article 17, c'est la décision Bonnet contre France, 24 février 2022. Alors Bonnet, Alain Bonnet, c'est en réalité Alain Soral. Vous connaissez certainement le nom d'Alain Soral, parce que lui aussi c'est comme Forisson. Hein, lui, il n'y a pas de doute sur son négationnisme, etc. Il est revendiqué, il a été condamné des tas de fois, etc. Donc, il avait sur son site internet présenté une page qui était ouvertement antisémite et ouvertement négationniste. Bon, là, une fois de plus, même chose. La Cour européenne des droits de l'homme invoque l'article 17 à deux reprises sur le terrain de l'existence de l'ingérence, sur le terrain de sa nécessité dans une société démocratique. Et puis, elle passe. Elle dit par exemple, à propos du premier point sur l'existence d'une ingérence, elle dit « dans la mesure où le requérant peut invoquer l'article 10 ». Comment? On ne peut pas s'arrêter là. Dans la mesure où il faut régler la question, le juge ne peut pas aller plus loin. Si vraiment il a un doute sur la possibilité pour invoquer l'article 10, il faut qu'il se prononce. Il ne peut pas continuer comme si de rien n'était, comme s'il n'avait rien dit. Ou alors, dans ce passage, sur le contrôle de nécessité, à supposer même que l'article 10 trouve à s'appliquer. Qu'est-ce que c'est cette façon de raisonner? C'est d'autant plus frappant dans l'affaire Bonnet, c'est d'autant plus frappant dans l'affaire Bonnet que on voit pas très bien ce qui distingue l'affaire Bonnet et l'affaire Garaudy, honnêtement. Donc,
même type d'affaires, même solution. On a plutôt tendance à penser ça. Alors, vous voyez qu'on a un corpus qui est très étoffé, qui comporte beaucoup de paradoxes, beaucoup d'ambiguïtés, beaucoup de zones noires, troubles. Je vous disais que l'instrument était discuté, que l'instrument avait entraîné une querelle en légitimité. Je vais rapidement l'évoquer en 3 temps. D'abord pour expliquer que je ne trouve pas du tout cette contestation illégitime. Je trouve que la réserve, elle est compréhensible. Elle a été évoquée par nombre d'auteurs, par des juges. Il y a un soupçon doctrinal assez largement partagé quant à l'utilité de recours à un tel mécanisme. En particulier, ça a été beaucoup étudié par un juriste belge, qui est Sébastien Van Drogenbok, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Alors, il y a beaucoup d'auteurs, je ne vais pas tous vous les citer, mais en gros des auteurs qui se rejoignent sur le fait que, au fond, la démocratie semble nier elle-même les principes de tolérance et de pluralisme sur lesquels elle est bâtie, et utilise donc les armes de ses adversaires, et donc du coup perd son identité, même une trahison. Et tout ça par un mécanisme frustre, par une mesure mécanique qui ne permet pas vraiment un contrôle satisfaisant. Il y a par exemple la position de Guy Archer, qui est un de nos collègues belges, qui a beaucoup travaillé sur les libertés. Chacun conviendra des dangers potentiels d'une telle théorie qui risque de corrompre les démocraties en les faisant ressembler de plus en plus à leurs ennemis. Je parlais de juges. La juge Françoise Dulkens, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui a été membre pendant plus de 10 ans de la Cour, elle ne nie pas que dans certains cas ce soit utile, ce soit nécessaire, notamment, mais elle a tendance à le limiter au révisionnisme, au négationnisme, parce qu'en dehors, ça pourrait être le prétexte, je la cite, aux pires abus. On y reviendra peut-être dans les questions à propos du point que j'avais prévu de faire figurer en conclusion. Qui explique d'ailleurs que certains auteurs, je parlais tout à l'heure de David Zimzak, préconisent l'abandon du recours direct et de se contenter de l'utilisation indirecte, dans la mesure où le fait de citer l'article 17 mais de ne pas l'appliquer, ça aurait une vertu pédagogique pour les requérants. Moi, j'avoue que je ne comprends pas du tout cet argument. Si on veut avoir une vertu pédagogique, on les renvoie à leurs études, on applique directement l'article 17. Mais enfin bon, passons. Un deuxième temps, mais là je ne veux pas le développer, c'est trop massif, c'est que ces réticences, quand on essaie un petit peu de prendre un petit peu de recul, de voir d'où elles viennent, comment elles s'enracinent doctrinalement, mais pas simplement chez les juristes, mais d'une façon générale en philosophie politique, il est évident que cela nous renvoie à une opposition qui est bien connue en matière de liberté, notamment de liberté d'expression, de manifestation, la différence d'approche qui existe à cet égard entre la vision, disons, européenne et plus particulièrement française, et puis la vision américaine. Alors, j'ai développé tout un point, je ne vais pas le reprendre ici, sur le... Vous savez qu'aux États-Unis, en vertu du premier amendement à la Constitution américaine, ce qu'on appelle la clause de free speech, la vision de la liberté d'expression n'est pas du tout la même. On considère d'ailleurs que la liberté d'expression telle qu'elle est consacrée par la Constitution américaine est la liberté la plus étendue du monde. Les auteurs américains le revendiquent comme telle. Donc, on peut exprimer toutes les opinions, on peut manifester sur la voie publique, délivrer des messages ouvertement racistes, le Ku Klux Klan peut manifester, les suprématistes blancs, il peut y avoir des saluts fascistes, des saluts nazis, etc., avec des croix gammées, pas de problème. Ça ne veut pas dire que tout est permis, mais ça veut dire que la seule restriction, c'est le fait d'inciter à la violence, lorsqu'il y a une possibilité d'incitation à la violence. À ce moment-là, la protection de la liberté s'arrête. J'ai longuement cité, je ne vais pas vous l'infliger, un des auteurs les plus importants en matière de droit et liberté, de philosophie politique sur le droit et liberté, c'est Ronald Dworkin, qui revendique effectivement cette vision, cette vision extrême, qui critique au passage d'ailleurs la loi Guesso, dans la mesure où la liberté d'expression aux États-Unis, vous le savez, est considérée comme une liberté matricielle indispensable à l'existence des autres libertés. La loi Guesso, d'ailleurs, a été fortement critiquée en France dès son apparition, et par des gens qui sont à l'abri de tout soupçon. Je pense en particulier à Simone Veil,
bon, c'est quelqu'un qui est à l'abri de tout soupçon à la matière, c'est bien elle, qui a tout de suite critiqué cette loi. Des historiens très importants comme Pierre Nora ou comme François Furet ont également, des juristes comme Jean-Philippe Feldman ont beaucoup critiqué cette loi, etc. Elle a été validée, vous le savez, par le Conseil constitutionnel en 2016, dans une QPC, au moyen d'une argumentation qui me paraît, moi, assez irréprochable, mais bon, on n'est pas obligé de partager mon avis. J'ai cité également une polémique qui montre bien les différentes approches qui existent entre la vision européenne ou française et la vision américaine. C'est la controverse qui a opposé à 2 reprises Noam Chomsky à Pierre Vidal-Naquet à propos du négationnisme. Donc il y a eu une bataille très très forte à cet égard. Et Chomsky s'est caractérisé par une défense vraiment avec des positions quasiment libertaires de la liberté d'expression, ce qui lui a valu évidemment des répliques très, très vives de la part de Pierre Vidal-Naquet. Et j'ai également, mais je ne vais pas le développer ce point, mais j'attire votre attention sur cette question. Il y a un auteur, il est connu bien sûr, hein, mais pas assez, sur le terrain des droits et libertés et sur la question de la définition de la liberté individuelle. C'est un grand philosophe politique britannique, c'est John Stuart Mill. Lisez John Stuart Mill. Lisez John Stuart Mill, c'est quelqu'un d'essentiel, et notamment son ouvrage De la liberté. Alors, ça ne veut pas dire que Stuart Mill n'accepte aucune limite à la liberté, mais on comprend quand on lit Stuart Mill toutes les critiques qui peuvent être faites à l'égard d'une clause aussi radicale que la clause de l'article 17. Ceci dit, pour défendre quand même cette clause, il faut aussi que la démocratie, et ça c'est une question de choix, il ne faut pas qu'elle soit faible. Il faut que ce soit une démocratie, et c'est dans cet esprit que l'article 17 a été conçu, une démocratie militante, combattante, qu'on appelle en allemand une Wehrhaft-Démocratie, militante, ou Streitbach-Démocratie. C'est-à-dire une démocratie qui ne soit pas veule, parce que c'est sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est qu'elle va être utilisée par les autres. Les adversaires des droits de l'homme savent très bien instrumentaliser les droits de l'homme. Et il ne faudrait pas, par naïveté, se priver de certaines armes. Alors j'ai cité de grands auteurs actuels comme François Host, ou anciens comme Karl Popper. Vous connaissez peut-être le nom de Karl Popper, notamment son livre « La société ouverte et ses ennemis », où il parle du paradoxe de la tolérance. Voilà une question absolument fondamentale. J'ai cité la théorie de la justice de John Rawls, où, bon, il ne traite pas de l'abus de droit en tant que tel, mais il traite de la problématique. Et il montre bien qu'il y a un danger de tomber dans la naïveté pour la préservation de l'ordre public européen, à condition que son usage demeure limité. Dans des cas extrêmement graves, la clause de déchéance, à mon avis, est malheureusement nécessaire. J'ai cité aussi d'autres auteurs, et je parle en particulier, et je m'arrête là-dessus, sur Karl Loewenstein. Alors Karl Loewenstein, ça s'écrit Loewenstein, c'était un juriste et politologue allemand de l'entre-deux-guerres qui a été amené à quitter son pays parce que, d'abord, il avait reçu la visite des SS, qui avait saccagé son bureau, puis on lui avait retiré le droit d'enseigner dans les universités, donc il est parti aux États-Unis. Et il a écrit 2 articles en 1937, vous trouverez la référence dans le texte que j'ai envoyé, où il montre que, il parle de la République de Weimar. Ça, c'est tout le problème de la faiblesse de la République de Weimar. C'est une république incertaine, comme dit Olivier Jouanjean, cette république sans républicain finalement, qui a sombré, qui a donné naissance au nazisme. Eh bien, Loewenstein, aux États-Unis, met en garde la démocratie, qui doit pouvoir se défendre, qui doit pouvoir lutter contre la montée des fascismes, qui doit se défendre avec des moyens beaucoup plus énergiques que les moyens habituels pour défendre les valeurs fondamentales, en mettant en place notamment des législations d'exception. Alors, je ne vais pas faire dire à Loewenstein qu'il visait l'abus de droit, même si l'abus de droit est inscrit dans la Constitution allemande à la fin de la guerre, parce que ce n'est pas le cas. Quand on lit bien Loewenstein et ses articles, il vise surtout la propagande des partis fascistes. Les manifestations, la militarisation, les manifestations de rue, c'est là qu'il faut agir.
Il faut agir pour empêcher le grossissement de l'influence de ces partis, de leur politique d'intimidation, etc. Bon, il évoque aussi la dissolution des partis, mais il n'évoque pas évidemment une clause du type article 13. Donc voilà, hein, il y en a d'autres auteurs qu'on pourrait citer, des juges aussi qu'on pourrait citer, et vous savez que, vous connaissez peut-être cette phrase, je vais citer une boutade terrible, qui est celle de Joseph Goebbels. Et Goebbels, il dit ceci: « Cela restera toujours l'une des meilleures farces de la démocratie, d'avoir elle-même fourni à ses ennemis mortels le moyen par lequel elle fut détruite. » Alors tous ces auteurs qui défendent l'article 17, ce sont des auteurs qui finalement ne veulent pas que donner le dernier mot à Goebbels. Et c'est ce qu'avertit Lowenstein en 1937 parle du cheval de Troie. Il utilise l'expression du cheval de Troie. Les adversaires de la démocratie vont se servir d'elle comme un cheval de Troie. Attention, méfiez-vous, soyez prudents. L'arme des droits de l'homme ne doit pas être pervertie. Elle ne doit pas servir finalement les intérêts de ceux qui veulent détruire les droits de l'homme. Alors je crois que cet argument est toujours valable aujourd'hui, à une époque où quand même le discours de haine, etc., les discours xénophobes ne cessent de se multiplier. Je pense qu'elle n'a pas perdu de son opportunité. J'avais prévu une conclusion, mais je pense que ça pourra servir pour les débats. D'abord pour évoquer l'affaire Zemmour, parce que c'est une affaire qui est intéressante, et d'autre part, pour évoquer, alors ça peut paraître paradoxal, parce que je viens de terminer sur la question de la légitimité du recours à l'article 17, la nécessité de l'enfermer dans certaines limites, etc. Et dans la conclusion que j'ai prévue de l'élargir à une autre hypothèse, puisque je voulais vous faire réfléchir sur la possibilité de l'utiliser lorsque quelqu'un invoque l'article 8, le droit au respect de la vie privée, alors que jusque-là, il n'y a aucune application, évidemment, même si ça ne fait pas partie des droits intangibles, même si le domaine de l'article 17 n'a jamais été défini une fois pour toutes. Il y a quand même, notamment la fameuse affaire, vous connaissez peut-être, vous êtes un petit peu familier de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, l'affaire rendue en 2005 contre la Belgique, KA et AD, à propos du sadomasochisme. Je pense que dans des hypothèses extrêmes de ce type, si on avait, passez-moi l'expression un peu triviale, mouché le nez des requérants en leur opposant l'article 17, ça n'aurait pas été, bon, ça restait exceptionnel, ça ne remettait pas en cause. J'avais participé à Limoges à un débat avec la juge Tulkens, Muriel Fabre-Magnan et puis Jean-Pierre Marguenou sur cette question. Il y avait eu des affrontements assez importants. Ça avait été très discuté à propos de cette question, de cette extension. Je vous remercie. J'ai été très long, mais je vous remercie. Merci beaucoup.